Ça me fait Bonjour plaisir de Guy. te voir. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on s'était vu, mais on a toujours peut-être, moi j'ai gardé contact avec toi par l'intermédiaire de la télévision parce que tu étais souvent demandé et tu l'es souvent demandé à la télé pour faire des commentaires sur justement les relations publiques et tout ça. En fin de compte, moi, ce que je vais te demander en premier lieu, c'est qui es-tu et puis ton cheminement un peu de carrière. Alors, j'ai commencé ma carrière comme étudiant, après ça comme rédacteur et j'ai fait du journalisme. J'ai travaillé comme agent d'information au ministère de l'Éducation et ensuite, bon, j'ai fait une carrière de professeur à l'Université Laval, d'où je suis parti pour aller travailler dans une boîte de communication chez Optimum, qui est une filiale de Cossette, la filiale des relations publiques chez Optimum, qui s'appelle aujourd'hui, je pense, Citoyen Optimum, dans laquelle je gérais toutes sortes de dossiers avec toutes sortes de clients. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai ensuite occupé plusieurs postes, dont vice-président affaires publiques à la Bourse de Montréal. Et à l'Université de Montréal, j'ai été pendant 10 ans le directeur général des communications et du recrutement. Et à ce titre-là, une des choses, entre autres, qu'on a travaillé, c'était le plan de gestion de crise et le plan de communication en situation de crise. Donc, j'ai pu expérimenter aussi dans une machine comme l'Université de Montréal comment ça fonctionnait. Et je faisais bien sûr partie de la cellule de crise dont je pourrais peut-être vous parler un peu plus tard. Et j'ai quitté l'Université de Montréal comme cadre pour aller comme professeur à l'Université du Québec à Montréal, ce que nos amis français confondent encore souvent fréquemment les deux universités. Et ça fait donc une quinzaine d'années que je suis à l'UQAM et que effectivement je suis parfois appelé à commenter des situations qui font les nouvelles. Donc ça fait des nouvelles souvent, c'est parce qu'on est dans des situations de crise entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait en tout début? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu qu'on a à gérer une crise? Je dirais que la première chose à faire, c'est de savoir qu'il y a une crise. Et ça, donc, c'est de la veille, parce qu'il arrive quand même assez fréquemment qu'une organisation apprenne qu'elle est en crise par les médias. Ça peut être par les médias sociaux ou par les médias. Il y a une nouvelle qui sort, mais vous êtes dans la gestion, vous êtes un cadre dans un service. Vous ne savez pas encore qu'il y a une situation comme celle-là. C'est des choses, par exemple, un employé qui est accusé et qui est arrêté par la police parce qu'il est accusé au criminel ou est accusé de trafic de drogue, ben ça, vous n'êtes pas forcément au courant quand vous êtes aux communications, mais vous voyez ça dans les nouvelles, vous voyez ça sortir. Et là, votre premier travail, c'est d'alerter votre supérieur, votre direction pour dire, là, il est en train de se passer quelque chose, on est exposé, on va avoir des appels, et parfois même, on ne l'a pas vu, mais c'est des appels, des journalistes qui nous appellent et qui nous demandent ce qui se passe, et on l'apprend. Donc, la première chose, c'est d'abord de le savoir. La deuxième, c'est d'être capable d'avoir une appréciation, je dirais, assez raisonnable de la situation. Et après ça, ben, c'est d'être capable de répondre aux questions ou de ne pas répondre aux questions, mais de dire pourquoi on ne peut pas répondre et quand est-ce qu'on va répondre. Donc, dès qu'il y a une crise, une organisation est exposée parce qu'elle fait les manchettes, parce qu'on s'y intéresse, parce qu'on veut savoir ce qui se passe, que ce soit les employés, que ce soit les clients, que ce soit les voisins, que ce soit les usagers, les étudiants. On veut savoir ce qui est en train de se passer. Donc, on va pitonner, on va aller chercher, voir ce qui se passe. Et la source de la nouvelle, il n'y a qu'une source de la nouvelle, c'est le service de communication et c'est les personnes qui s'occupent des relations de presse. On l'apprend par les nouvelles, on l'apprend par les journalistes, mais penses-tu que c'est prévisible, les crises? Est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'on peut essayer d'évaluer tellement le risque qu'on peut prévenir une crise? Ça, je trouve que c'est une question fantastique parce qu'on on pourrait en discuter longtemps. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la gestion de risque, qui est l'identification des risques potentiels et de la gravité de ces risques-là, donc leur impact que ça peut avoir. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité des organisations.
Et il y a aussi la probabilité d'occurrence. C'est-à-dire on fait affaire avec des risques qui peuvent avoir d'énormes impacts, mais qui peuvent arriver une fois par siècle ou une fois par millénaire. Un gros tremblement de terre, on considère ici qu'on n'est pas forcément exposé autant qu'en Californie, mais ça peut détruire une ville, une organisation. Puis à côté de ça, il y a des risques quand même beaucoup plus modestes quant à leur impact et pour lesquels on peut se prémunir, comme ce que je disais tout à l'heure, un problème avec un employé, une attaque informatique, bon, toutes sortes d'événements qui peuvent affecter une organisation que l'on doit identifier. Puis une fois qu'on les a identifiés, on doit voir comment est-ce qu'on se prépare à les gérer, puis en fait à essayer d'empêcher l'occurrence d'arriver. Maintenant, quand l'occurrence arrive, c'est-à-dire quand le risque se déclare, un risque auquel on est tous exposés, c'est un risque d'incendie. Il y a un feu qui part dans une corbeille à papier. Et normalement, on sait assez bien comment gérer ça parce qu'il y a des systèmes d'alerte, des systèmes d'alarme d'incendie. Et tout le monde, puis la sécurité, sait que la première personne qu'il faut appeler pour un incendie, c'est les pompiers. Pas la police, c'est les pompiers. Et habituellement, les pompiers sont capables d'arriver rapidement et de circonscrire l'incendie. Donc, en gestion de risque, normalement, on développe des plans de gestion d'urgence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait face à une situation critique, comment on procède, et la plupart des situations critiques auxquelles on fait face sont gérées sans devenir des crises. Ça devient une crise, ça c'est la façon dont je le vois, puis un peu la façon dont la littérature aussi le présente, ça devient une crise quand c'est incontrôlable. C'est-à-dire quand la situation d'urgence dépasse ce qu'on avait prévu et que les moyens pour la circonscrire, pour la contenir, ne sont plus suffisants. À l'Université de Montréal, la pire crise que l'Université de Montréal a connue sur le campus, c'est l'attaque à l'école polytechnique, dans laquelle il y a eu plusieurs étudiantes qui ont été tuées. Et d'ailleurs, on a appris beaucoup de choses de cette situation. Par exemple, quand la police est arrivée, elle est rentrée dans l'édifice, mais elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Parce qu'aujourd'hui, dans les stratégies policières, on apprend qu'on n'entre pas, on ferme le périmètre et là, on avance précautionneusement. Ça a été une leçon, hein. On apprend de ces situations. On a connu à Montréal plusieurs autres événements comme au Collège Dawson, où on a eu aussi le même type d'intervention. Donc, pour moi, une crise, ce n'est pas prévisible. Parce que ce ne serait plus une crise. Si c'était prévisible, on l'aurait prévu. Si on l'aurait prévu, on aurait mis en place les moyens pour l'empêcher d'arriver. Ce que l'on fait, c'est on se prépare, non pas à la crise en particulier, mais on se prépare à gérer une crise éventuelle avec un plan de gestion de crise qu'on avait fait à l'Université de Montréal, que toutes les organisations ont, et qui essentiellement, je dirais que les premières composantes d'un plan de gestion de crise, c'est d'identifier la cellule de crise, c'est-à-dire quelles sont les personnes à l'intérieur de l'organisation qui doivent être alertées et fonctionnelles à partir du moment où il y a une crise qui est déclarée. Donc, ça veut dire, choisir qui va déclarer la crise, donc qui est une personne qui souvent est un des principaux dirigeants, mais rarement le principal dirigeant qu'on va essayer de laisser, pas qu'on va essayer, mais qu'on va ne pas impliquer directement dans la crise. Et ensuite, il y a habituellement un responsable de santé-sécurité qui va faire le lien avec la police, avec les pompiers, un responsable, je dirais, plus administratif fait le lien, par exemple, avec l'assureur, avec les impacts légaux qu'il peut y avoir. Et puis, un responsable des communications qui va être chargé de gérer l'ensemble des communications autour de la crise et d'agir comme porte-parole, mais en étant à la table de la cellule de crise, pouvoir avoir accès immédiatement à toutes les informations qui sont disponibles à l'entreprise pour que ces informations puissent être, si c'est nécessaire, s'il n'y a pas de risque à les divulguer,
à diffuser l'information aux médias et à l'ensemble des, ce qu'on appelle des parties prenantes, c'est-à-dire les employés, les étudiants. Quand c'est l'université, il faut que les étudiants le sachent, il faut que les employés le sachent. Donc, on ne peut pas prévoir une crise, mais on peut être organisé pour, quand il y a une crise qui arrive, être en mesure de réagir et d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Ça suppose aussi, dans un plan de gestion de crise, d'avoir un site de relève. C'est-à-dire une crise, ça peut être s'il y a un incendie, s'il y a une explosion, s'il y a une menace et que vos bureaux, votre campus n'est plus accessible, ben, il faut que vous ayez un site de relève. C'est-à-dire qu'il faut que les membres de la cellule de crise sachent où se retrouver le jour où ils reçoivent sur leur texto une alerte. Et puis, ce n'est pas forcément une crise qui est déclarée, mais ça peut être une crise qui est appréhendée. La crise se déclare, tout ça. Tu as commencé à me parler de cellules de crise à l'interne. Comment ça se gère une cellule de crise? La personne qui gère, c'est habituellement on va dire un officier supérieur, une personne cadre, qui est un vice-président, par exemple, exécutif, vice-recteur. Donc, on ne va pas chercher le principal responsable ou la présidente de l'organisation parce que si on l'expose, elle risque rapidement d'être dépassée et il n'y a plus de... Il n'y a pas de solution de remplacement. Donc, quelqu'un qui est assez élevé en termes d'autorité, donc qui peut prendre des décisions qui peuvent impliquer toute l'organisation. Mais les communications, on est une partie essentielle, mais on est au service de la cellule de crise. Ce n'est pas le chien qui remue la queue, c'est vraiment, on est la queue du chien, parce que les enjeux dans une cellule de crise c'est jamais les communications qui définissent la nature de la crise. Ce sont des événements, ce sont des aléas qui doivent être gérés par les services de sécurité, par les services de santé, par les services informatiques, donc par d'autres services. Ça peut être par les services financiers aussi, quand on fait affaire à des fraudes ou des situations comme celle-là. Mais les communications, il faut qu'on soit collé dessus, mais ce n'est pas nous qui menons. D'abord parce qu'on n'a pas ni la connaissance de l'ensemble de la situation. Ce sont les autres services qui font remonter toutes les informations à la cellule de crise, où là, on peut en prendre connaissance. S'il fallait qu'on en prenne connaissance séparément, on réduirait, enfin, on augmenterait plutôt le temps pour savoir ce qui se passe. Donc, on assiste en direct. C'est ce qui est fascinant dans une cellule de crise, c'est qu'on apprend les choses au fur et à mesure où tout le monde les apprend. Et à partir de là, on peut voir comment on intervient en communication. On valide nos messages avec la cellule de crise, mais une fois qu'ils sont validés, on va les véhiculer, on va les porter tout seul, ce qui permet aussi aux autres membres de la cellule de crise de faire autre chose que de passer du temps devant les caméras ou répondre aux questions. Il y a des sociétés qui sont quand même assez bien structurées pour avoir un service à l'interne, mais il y en a d'autres qui le sont peut-être moins. Mais même, il y a des grandes compagnies qui font affaire avec des cabinets de relations publiques parce qu'ils ne veulent pas gérer justement la crise, puis ils ne veulent pas qu'un porte-parole soit identifiable probablement à l'entreprise. Peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Ben, je dirais que c'est surtout une question de ressources disponibles. Si vous n'avez pas de service de communication, il y a des entreprises ou des organisations qui n'en ont pas, souvent parce qu'elles ne font pas affaire avec le public, elles ne font pas affaire avec le gouvernement, elles sont peu exposées, elles sont discrètes. S'il n'y a personne qui a cette expertise-là, quand je dis expertise, ce n'est pas juste savoir quoi dire, c'est savoir comment on gère ces situations avec les médias, comment est-ce que quand on a des informations à diffuser, quel canal on utilise. Est-ce qu'on diffuse un communiqué de presse? Est-ce qu'on diffuse sur le fil Twitter? Et qu'est-ce qu'on diffuse? Comment on gère? Comment on répond aux questions? Comment on gère nos entrevues? Parce qu'on se fait souvent appeler. Il n'y a pas juste deux personnes qui nous appellent. Il peut y en avoir 20, 30, 40. Alors, est-ce qu'on fait un point de presse, une conférence de presse? Comment ça s'organise? Comment ça se convoque? Donc, pour gérer ça, si on a la ressource à l'interne, on va chercher ça va être le ou la responsable des communications. Sinon,
on peut très bien aller chercher quelqu'un dans une boîte, mais qui va travailler exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il va faire partie intégrante de la cellule de crise. La différence, c'est que cette personne-là ne sera pas employée mais va être porte-parole et dans ce cas-là, va être identifiée aussi dans les médias comme porte-parole de l'organisation. J'ai des amis, des gens qui ont fait ça, qui se sont un peu fait connaître comme porte-parole de grandes entreprises qui n'avaient pas leur propre porte-parole à l'interne. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, après, sont engagés, puis finalement, les entreprises qui ont fait face à des situations comme cela se rendent compte qu'ils ont besoin de l'expertise à l'interne et comme il y a quelqu'un qui connaît, qui a bien travaillé, on va les chercher. Et c'est souvent une façon avec laquelle des organisations qui n'ont pas de besoin en communication, qui pensent qu'ils n'ont pas de besoin, se rendent compte que finalement, ils en ont peut-être pas mal plus. Et ça peut être une bonne idée de se préparer. Avec, je dirais, un élément que je peux ajouter, c'est qu'on a, avec la place que prennent les médias sociaux, c'est un endroit où c'est intéressant de faire de la veille pour voir des nouvelles qui commencent à circuler, qui peuvent devenir virales et qui peuvent avoir un impact sur la réputation et placer une organisation en situation de crise. Mais si on l'a vu avant, ça permet, au lieu d'attendre que ce soit Radio-Canada ou TVA qui envoie le camion, ça a commencé à circuler sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. On le voit avant qu'il y ait des centaines de milliers de personnes. On se prépare, on peut se préparer, ça nous donne un temps de réponse un peu meilleur. Donc ça aussi, c'est une expertise en particulier. Il y a l'expertise, puis il y a le temps. Un employé qui est aux ressources humaines, on ne va pas lui demander de passer 2 heures par jour à regarder ce qui se passe, puis ce qui s'écrit sur le web et sur les médias sociaux. C'est la job des relations publiques, c'est la job des communications. Bon, justement, ça m'amène à parler justement de la réponse à la crise. C'est quoi, tu penses, la meilleure façon de répondre à une crise? D'abord, ce que j'ai souvent constaté, et on est comme ça dans notre vie quotidienne, c'est une réaction humaine. Quand il y a quelque chose de grave qui arrive, la première réaction qu'on a, c'est l'incrédulité. Non, ça ne se peut pas que je sois aussi malade que ça. Ça ne se peut pas que ce soit une catastrophe. Non, vous devez vous tromper. Donc, la première réaction est souvent un déni. Donc, on ne reconnaît pas la crise et ça, c'est le moment où on est le plus vulnérable parce que souvent, les gens qui vont nous appeler, les médias, eux le savent, ils sont dans une division ou dans un magasin où ils voient bien qu'il y a une crise, mais le siège social ne le sait pas et ne veut même pas l'admettre. Habituellement, ça ne dure pas longtemps parce qu'on est rapidement frappé par la réalité et à partir de là, habituellement, il y a 2 groupes qui se mettent à travailler. Il y a la cellule de crise qui travaille sur la réponse à donner à la crise pour sortir de la crise, c'est-à-dire tenter de réduire les impacts, colmater les brèches, identifier les vulnérabilités, mettre en place les moyens pour que la situation devienne moins incontrôlée. Et il y a aussi un groupe qui habituellement travaille en même temps à planifier le retour à la normale et surtout les leçons qu'on va tirer de la crise pour faire en sorte qu'on va pouvoir s'assurer face à une situation comme celle-là de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça a été très instructif, notre petite conversation d'aujourd'hui, que je vais transmettre aux étudiants. Et puis, je te remercie beaucoup.